Ok, on est parti. Donc, ce que je propose dans cette vidéo, ça va être de faire une tier list des différentes informations à scouter dans Age of Empires. Age of Empires, c'est un jeu d'information et il y a énormément de données à voir. Donc, ce que je voulais faire, c'était un petit peu vous aider à prioriser pour savoir qu'est-ce qu'on doit aller chercher comme information en premier et quelles sont les informations dont on s'en fout un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais les trier donc dans une tier list. J'ai créé une tier list spécifique et à chaque fois quand je vais les placer, je vais expliquer un petit peu pourquoi on le fait et quelle information réelle ça va nous donner pour la suite de notre game. Donc, on va commencer tout de suite. Qu'est-ce qu'on va devoir scouter avec notre petit chevalier, notre petit scout, après avoir déposé nos moutons? Le premier, ça va être ici de regarder si l'adversaire il part sur un deuxième forum. Donc, si l'adversaire part sur un deuxième forum, ça veut dire que, en termes de game, lui dans sa tête, il va partir sur quelque chose d'un peu plus macro, et donc que potentiellement, il va pas vous agresser à l'âge féodal ou à l'âge 1. Même si du coup, à l'âge 1, il a pas encore posé son forum. Mais ça veut dire que dans sa tête, il va pas vous agresser. Si vous voyez qu'il pose un deuxième forum, ça veut dire que vous allez pouvoir prendre un peu plus de contrôle map, être un petit peu plus greedy, aller sur vos serres, pas forcément faire de caserne directement, pas forcément faire d'armée, parce que vous savez qu'il a dépensé au moins 700 de ressources juste pour poser son deuxième forum. Donc c'est 700 de ressources qu'il a pas mis autre part. Donc ça veut dire que pour le début de la game, vous êtes plutôt safe. Par contre, pour la suite de la game, il aura une meilleure économie que vous. Et donc va falloir que vous, soit vous placiez vous aussi un deuxième forum, soit vous le contrez avec une meilleure armée ou une meilleure technologie. Ensuite, on va voir les baies. Donc là, les baies, euh, là je vais parler des baies de l'adversaire. Pour les ressources ici, à chaque fois, ça va être celle de l'adversaire. Donc scouter les baies de l'adversaire, c'est important, mais c'est pas quelque chose qui va être game changer. Pourquoi? Parce que souvent les baies sont assez proches du forum, et surtout, l'adversaire il a les moutons. Donc, vous n'allez pas pouvoir l'embêter sur les baies si vous faites un petit cavalier ou un lancier pour aller l'embêter sur ses ressources. Savoir où sont positionnées les baies, c'est pas quelque chose qui va vous faire gagner la game parce que si lui il voit que vous l'embêtez sur ses baies, il peut prendre ses moutons, les mettre sous son forum, et du coup, bah, votre agression ne sert à rien. Donc, baie, je pense que pour le moment, je vais le mettre en C parce que c'est pas une information qui est hyper capitale. Ensuite, on va avoir donc là ces bâtiments d'âge. Donc là, ça va être le age up. Donc là, il y a deux informations qu'on va chercher à voir. Ça va être à quel moment il le pose. Donc pour savoir est-ce qu'il le pose rapidement ou pas. C'est d'autant plus important ensuite pour l'âge 3 et l'âge 4. Parce que si vous voyez qu'il pose son bâtiment d'âge 3 très rapide, ça veut dire qu'il a une économie un peu plus faible et qu'il a une armée un peu plus faible. Donc que vous avez un timing de push assez important. Pour l'âge 2, s'il le pose rapidement, ça veut dire que pareil, il arrive à l'âge 2 avec une économie un peu plus faible, mais ça veut dire qu'il aura une meilleure technologie que vous. Et donc que potentiellement, peut-être qu'il veut vous push à l'âge 2. Pour savoir s'il veut vous push à l'âge 2 ou pas, il va falloir regarder la deuxième information qui est quel type de bâtiment il pose. La plupart du temps, donc dans Age of 4, on sait qu'on a deux bâtiments d'âge en choix à poser. On a souvent un bâtiment éco, ou un bâtiment tech, ou un bâtiment militaire. Donc c'est assez important de savoir quel type de bâtiment il pose. S'il pose un bâtiment militaire, ça veut dire que potentiellement il va vouloir vous push assez rapidement. Par exemple, un Français qui part école de cavalerie, il va vouloir vous attaquer assez rapidement, logiquement. Pareil, je crois que c'est la salle du conseil pour les Anglais, qui permet de faire les archers arcs longs, ça peut potentiellement dire qu'il va vous attaquer. C'est pas toujours vrai, parce que parfois le bâtiment militaire reste plus puissant sur une macro game que le bâtiment qui est en comparatif, qui peut être un bâtiment éco ou un bâtiment tech. Donc c'est pas toujours vrai, mais ça vous donne une idée. S'il part sur un bâtiment éco, ça veut dire que il va pas vous push tout de suite. Donc c'est une information qui est assez intéressante à scouter. Quand est-ce qu'il le pose? Est-ce que vous êtes en retard ou pas? Et quel type de bâtiment il pose pour savoir est-ce que faut que vous jouiez greedy ou est-ce que
faut que vous fassiez un peu plus attention et que soit vous faites directement des casernes, soit ça va demander à ce que vous scoutiez encore un petit peu plus tard pour voir si effectivement il crée des unités militaires ou pas. Ensuite, on va avoir donc la deuxième baie. Donc là, la deuxième baie, je vais la mettre en C aussi, mais derrière, peut-être que même elle, on pourrait la mettre en B. En fait, les baies, c'est que ça dépend des civilisations. La première baie, comme je disais, pour une agression early, c'est pas forcément nécessaire de savoir où elle est, parce que comme en early, on est en train de travailler sur les moutons, c'est pas une agression qui va le mettre extrêmement derrière l'adversaire. Mais il y a des civilisations qui nécessitent d'avoir les baies quand même assez spécifiquement, notamment les Abbassides et les Macédoniens, je crois. Enfin, les Macédoniens et Byzantins. Donc celles-là vont avoir besoin des baies pour récolter par exemple de l'huile d'olive, etc. Donc si vous l'embêtez, c'est bien. Mais en early, c'est pas ça qui fait la différence. Donc je pense que je le mettrai en C quand même. C'est intéressant de savoir où elles sont. Euh, Si vous jouez contre un Abbasside ou un Byzantin, c'est encore plus intéressant de savoir où elles sont pour pouvoir l'embêter pour empêcher de récolter son huile d'olive. Et ensuite, la deuxième baie, c'est intéressant de savoir où elle est, mais spécifiquement contre des Byzantins ou des Abbassides, parce que eux vont prioriser les baies plutôt que les moutons, ou peut-être même plutôt que les cerfs. Donc ça peut être intéressant de voir où elles sont pour, plus tard dans la game, envoyer quelques cavaliers pour voir s'il y est pour l'embêter un petit peu. Donc lui là, je le mettrai en 2. Ça peut passer en B, ça peut passer en B, du coup en B, si on joue contre un Abbasside, un Byzantin ou un Macédonien. Sinon, ça reste un petit peu pas fou, à mon sens. Ensuite, on va voir la caserne. Donc là, la caserne, ce que je voulais identifier là-dessus, c'est repérer les bâtiments de production militaire en early. Donc là, pareil, il y a deux choses à voir, c'est est-ce qu'il fait rapidement un bâtiment militaire? Donc est-ce que dès l'âge sombre, il fait une caserne? Ce qui peut vouloir dire qu'il va vous attaquer, mais ce qui peut vouloir dire que tout simplement, c'est dans son build order classique, comme les Japonais, et les Ottomans, je crois. Et du coup, c'est intéressant de savoir s'il y est, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on fasse attention, mais ça veut pas dire que nous, faut qu'on fasse 3 casernes et qu'on s'attende à un giga push. L'autre information qu'on va vouloir regarder avec les bâtiments de prod, c'est quel type de bâtiment de prod. Donc, lorsqu'il est passé à l'âge 2, est-ce qu'il a fait un bâtiment militaire? Et est-ce qu'il a fait un bâtiment de type caserne, un bâtiment d'archer ou un bâtiment de cavalier? Ça va nous donner des informations qui va être quel type d'unité il faut que je fasse en face. Si on voit qu'il fait une caserne, nous on va faire une école d'archerie pour pouvoir faire des archers pour sniper ses piquets. Si il fait une école d'archers, nous on va pouvoir faire une écurie pour faire des cavaliers, et s'il fait une écurie, nous on va faire une caserne pour faire des piquets. Donc très important de scouter ça assez rapidement. Je mettrai en A, je pense, parce que on peut rapidement se faire surprendre si on fait pas attention. L'autre point qu'il faut regarder, je pense qu'il y en a un troisième, c'est le nombre de bâtiments de prod qu'il fait. S'il en fait qu'un et quelques unités, on sait que ça va être un petit push, mais ça va pas être agressif non plus. Donc, on peut se dire, par exemple en chinois, j'ai ma Barbacane, j'ai mon forum, il fait une caserne, on s'en fout. Il fait un seul bâtiment, on s'en fout. Si on voit qu'il en fait 2-3, là, on sait qu'on va se prendre un push, et donc là, on sait que il faut que nous aussi on fasse des bâtiments de prod. Donc là, on va regarder, est-ce que c'est une caserne, est-ce que c'est une écurie, est-ce que c'est une archerie, et en fonction de ce qu'il a fait, eh bien on fait le contre. Tac tac. Ensuite, donc là, on va voir les serres. Donc là, les serres, c'est important de scouter. Les serres, déjà, il y a les nôtres. En chinois, particulièrement. Donc là, j'ai main chinois. En chinois, moi, j'aime bien regarder où sont les serres. Mes propres serres, mes premiers serres, parce que s'ils sont à côté de mon forum, je vais faire directement mon premier moulin à côté des serres. Pourquoi? Parce que
Depuis le dernier patch, quand les villageois vont ramener des ressources dans notre moulin, ça va plus donner 1 d'or en imposition à chaque fois que le villageois dépose des ressources, mais ça va donner 8%. 8%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le villageois dépose 10 de ressources ou 15 de ressources avec les brouettes, il va toujours déposer 1 d'or. Par contre, quand il va déposer 25 ou 30, donc avec les serres, là il va déposer 2 d'or. Donc ça va nous donner un petit bonus d'income dès le début de la partie si nos serres sont à côté du forum. Donc ça, très important. Si les serres sont éloignées du forum, je vais pas aller les chercher parce que du coup mes villageois ne seront plus protégés par le forum, tout simplement. Ensuite, donc petite parenthèse sur nos serres à nous. Pour les serres de l'adversaire, on va regarder donc le positionnement des serres de l'adversaire. Pourquoi? Parce que ça nous permet, par la suite, quand la game sera un petit peu plus avancée, de renvoyer notre éclaireur pour voir est-ce qu'il a pris les serres. S'il a pris les serres, ça veut dire qu'il a des villageois qui ne sont pas protégés, et donc on va pouvoir faire un cavalier ou deux pour venir l'embêter sur cette récolte de nourriture. Donc ça, je pense que je le mettrai en B, parce que c'est pas quelque chose qui est hyper game changer, comme peut l'être ici. D'ailleurs, les jumps, je pense que je vais le mettre là. Je vais le mettre en B, là il est bien. C'est pas game changer comme un double TC ou un edge up rapide ou un mass caserne, mais ça peut nous permettre de venir l'embêter en late game. Ça peut être cool. Est-ce que je mettrais pas en C ici en vrai, quand même? Je pense que je mettrais en C ici, au-dessus des baies. Ouais. Ensuite, on a donc là le petit chevalier. Là, ce que j'ai voulu mettre, c'est la composition d'armée. Donc la composition d'armée, ça va avec ici la caserne, donc quel type de bâtiment de prod il fait. Mais ça va être un petit peu plus tard dans la partie. La caserne, c'est vraiment au tout début où on se dit quel type de bâtiment il fait dans un premier lieu. Ça va être, une fois qu'il a fait son armée, toujours essayer de scouter quel type d'armée il a. Est-ce qu'il est resté sur la composition d'armée qu'il avait avant, et du coup, théoriquement, vu qu'on la scout, on a son contre? Ou est-ce que, comme il a vu qu'on a son contre, il est en train de switcher, et donc par exemple au début il avait des lanciers, on a fait des archers, donc il part sur le l'homme d'armes. Donc ça c'est très important de scouter la composition d'armée, parce que c'est ce qui va nous permettre à nous de pouvoir réagir et de faire le contre. Hum, je pense que il va, en même temps que la caserne, il va en dessous la caserne, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que la caserne, en fait, juste si on scoute pas à quel moment il fait ses casernes, on peut se prendre un giga push, on n'a pas d'armée, on a perdu. Là, le scout, je pourrais même le mettre en B, parce que en fonction du nombre de ressources qu'on a, en fait, si on a une très bonne macro et qu'on a beaucoup de bâtiments de prod, imaginons, on n'a pas scout son armée, on se fait flank, on est en train de faire la bataille, on voit que nous, on est en mode cavalier archer, et lui, il est passé en mode arbalétrier homme d'armes. Donc il a notre contre, on se fait défoncer notre armée, sauf que pendant qu'on se fait défoncer notre armée, comme on a une grosse macro et beaucoup de bâtiments de prod, on peut directement réagir et faire une énorme armée, en essayant de temporiser, par exemple, avec des défensifs, etc. Genre des châteaux, etc. Donc, scout, la compo armée, c'est très important, mais si on a une bonne macro, une bonne micro et qu'on arrive à tempo, on peut s'en sortir quand même. Donc je pense que je le mettrai en B, lui. Ensuite, on a la forge. Donc là, la forge, ça va être surtout en début de partie. Si on voit par exemple que H féodal, il fait genre 2-3 casernes et une forge, ça veut dire théoriquement qu'on peut se prendre un push bélier. Donc c'est très important de le scout, parce que ça va nous permettre de pouvoir réagir en face. Si on voit qu'il fait double caserne, forge et qu'on se dit c'est push bélier, là on est sûr, on se prend un push, donc on va venir faire des casernes. Mais attention, parce que c'est pas parce qu'il fait une forge qu'il fait un push bélier.
il peut faire une forge tout simplement pour faire le +1 anti-flèche s'il fait une caserne, ou s'il fait le +1 dégâts de flèche s'il fait l'archerie. Ça veut pas forcément dire qu'il y a du bélier. Mais dans tous les cas, ça nous donne l'info que c'est un push, s'il fait le combo ici. Hmm. Ce qu'on pourrait faire, tout simplement, si on voit ici une forge, c'est d'aller scouter la ligne de bois adverse pour voir s'il y a beaucoup de villageois au bois. S'il a beaucoup de villageois au bois, ça veut dire qu'il compte faire des béliers, parce que les béliers coûtent assez cher. Après, ça demande quand même une connaissance des build orders assez poussée, parce que ça veut dire qu'on peut se dire, ok, le mec il a 5 villageois de trop, et à partir du moment où on se dit il a 5 villageois de trop, ça veut dire que on connaît quand même très très bien le game et les timings. Donc, je sais pas. Moi, ce que je dirais, c'est que si je vois qu'il y a une forge en face, je vais scouter la taille de l'armée du mec, je regarde si son armée gonfle, et dans tous les cas, je fais des bâtiments de prod chez moi pour contrer au cas où. Et si je vois que son armée gonfle, je fais une armée en conséquence. Ensuite, la gold. Donc là, la gold, hop, très important de scouter la gold. Touc, touc. Je pense que le 2TC et l'Age Up, je mettrais là. La gold, je mettrais ici, je pense. Je mettrais en dessous la forge. Parce que, en fait, la forge, elle est là pour valider le fait que c'est un push. Les casernes vont te dire c'est potentiellement un push. S'il y a une forge, t'as 90% de chances que c'est un push. La gold, c'est intéressant parce que c'est la gold qui va te dire. Je sais pas trop comment expliquer, mais en fait, la gold, c'est important de savoir où elle est parce que c'est un élément que tu vas vouloir scouter un peu tout le temps dans la partie. On en parlera un petit peu tout à l'heure, mais ça va nous permettre de regarder combien de villageois il met à la gold. S'il en met beaucoup, ça veut dire qu'il peut vouloir rush l'âge 3. S'il en met beaucoup et qu'il fait des casernes, ça veut dire qu'il peut potentiellement rush les, euh, les hommes d'armes. Par exemple, s'il a l'homme d'armes à l'âge 2, comme les Anglais et comme les. Est-ce que les HRE ont les hommes d'armes à l'âge 2? Je sais plus. Donc ça peut vouloir dire ça. Hum. Et après, le positionnement même de l'âge gold peut être très intéressant pour vous, pour savoir si vous allez agresser ou pas. Imaginons vous êtes un joueur agressif. Si vous voyez que sa gold, elle est dans son bac et qu'elle est protégée par exemple par sa woodline et par son forum et que c'est trop long d'aller la chercher, peut-être que du coup vous allez vous dire ok donc finalement je vais pas partir sur une game agressive, je vais partir sur une game macro. Parce que ça va être trop chiant de le faire chier sur sa gold et du coup je vais me mettre en retard tout seul. A contrario, si vous voyez que sa gold elle est de votre côté, donc elle est devant sa base et pas très bien protégée, bah ça va être une game où vous allez pouvoir vous dire ok donc là je vais pouvoir partir agressif, faire quelques Shukodu par exemple, quelques archers, quelques cavaliers pour venir l'embêter sur sa gold qui est devant. Donc le positionnement de la gold, contrairement ici à la bouffe où tu peux pas vraiment l'embêter sur la bouffe parce qu'elle est mouton, la gold tu peux très facilement l'embêter et le deny son féodal, voire même sa gold si tu joues bien, si elle est bien exposée. Donc je pense que je la mettrai en A quand même, et je la mettrai devant la forge, parce que la forge est surtout là pour valider un push, plutôt que donner une information de push. Là, ça peut guider vraiment votre game. Est-ce que je la mettrais devant la caserne? Je sais pas. C'est un peu kiff-kiff les deux. Ensuite, on a la deuxième gold. Donc là, la deuxième gold, je la mettrai en B, celle-là. Après la compo. Parce que la deuxième gold est très importante de savoir où elle est. En fait, il y a deux cas. Si vous êtes agressif, et que vous comptez venir lui contester sa gold, c'est très important de savoir où est sa deuxième gold. Parce que pendant que vous serez en train de deny sa première gold, lui il va vouloir envoyer ses villageois sur sa deuxième. Donc c'est très important de regarder est-ce que sur sa deuxième il a mis ses villageois ou pas.
Donc là, la deuxième gold, c'est important de regarder si vous êtes agressif. Si vous partez sur du late game, ça reste quand même très important parce que c'est une gold qui est éloignée de sa base principale. Et donc, lorsque le timing viendra que la première gold va s'effondrer, il va vouloir passer à la deuxième, et en allant à la deuxième, ses villageois seront plus exposés. Donc, ça sera plus facile pour vous de venir les agresser. Donc le positionnement de la deuxième gold reste quand même très important. Que ce soit pour une game agressive, pour regarder s'il n'a pas envoyé ses villageois là-bas, ou que ce soit pour une game macro, lorsqu'il va devoir switch de mine et pour venir l'embêter. Lui, je vais le mettre plutôt là-bas, je vais le mettre plutôt vers la fin. Comme ça, on aura parlé du marché. Donc ensuite, il y a le marché. Donc les positionnements des marchés, c'est important, mais pas dans toutes les games et pas en early. Genre pas tout de suite. Sauf en fonction des cives. Le positionnement des marchés va être très important pour vous pour savoir déjà où est-ce qu'il est votre marché pour envoyer des marchands une fois que vous ferez votre marché. C'est important de voir le marché adverse pour savoir quelles routes vont prendre les petits marchands comme ça, qui vont aller donc de sa base au marché. Donc c'est important de savoir où il est, mais c'est pas quelque chose qui va être game changer dans les games qui se finissent early. Par contre, c'est quelque chose qui va être très 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 important dans les games très macro. Dans une game macro, il va falloir que vous regardiez où est le marché adverse, parce que c'est l'endroit où vous allez aller scouter assez régulièrement pour regarder est-ce qu'il a créé ici une ligne de marchand qui lui donne du coup de l'or infini. Donc je pense que je le mettrai ici. Je ferai quand même une petite parenthèse pour certaines cives qui vont bénéficier des marchands dès l'âge 2 et qui vont du coup faire un énorme effet boule de neige à partir de l'âge 2 avec leurs marchands. Et où toute leur économie va tourner autour des marchands. C'est vrai pour Jeanne d'Arc. Si vous voyez qu'il part sur le bâtiment éco, je sais plus comment il s'appelle, et pas sur l'école de cavalerie, ça veut dire qu'il va partir sur du marchand. Ça va être vrai pour les Mongols, où l'arbre doré, je crois, est un bâtiment qui sert de marchand. Et je crois que c'est vrai aussi pour les Ottomans, sauf que les Ottomans, avant de créer leur ligne de marchands, ils vont pouvoir stocker 10 marchands dans leur propre bâtiment. Donc, pour ce qui est ces trois cives, j'essayerai dans un premier temps de regarder où sont les marchands, et de regarder s'il n'y a pas une ligne de marchands qui se crée, assez régulièrement. Pour les autres cives, ça va venir plutôt à partir de l'âge 3, c'est assez rare qu'à l'âge 2 on commence à faire des marchands, parce que ça demande quand même 75 de bouffe et 75 d'or, ce qui est assez cher. Donc ouais, je le mettrai ici pour le positionnement. Peut-être ici. Peut-être pas en B. Ah, je sais pas. Le positionnement, je le mettrai en B. Et après, la ligne de marchand qu'on va mettre avec, je le mettrai en C. Positionnement des marchands, je mettrai en C. Ligne de marchand, je mettrai en B. Je mettrai peut-être même en B au-dessus de la deuxième gold. Parce que quand tu arrives en late game, c'est ultra important de savoir est-ce qu'il a une ligne de marchand et de pouvoir envoyer donc des unités là-bas. Ok. Ensuite, on a les moutons. Alors, les moutons, ça a un petit peu changé au dernier patch. Parce que avant, les moutons, ils étaient dispersés un peu sur toute la map. On avait un petit peu de moutons chez nous, un petit peu de moutons autour de chez nous, et des moutons partout sur la map. Ce qui donnait du coup des parties qui pouvaient être assez déséquilibrées si quelqu'un il arrivait à choper une quinzaine de moutons et que l'autre il en avait que 3 ou 4. On commençait la partie avec un énorme avantage pour un des joueurs. Notamment s'il joue anglais, parce que les anglais ils scale up sur les moutons. Au dernier patch, ils ont revu un peu ça. Ils ont mis, je crois qu'il y a 80 à 90% des moutons qui sont autour des forums. Donc le scout des moutons est moins important parce que vous allez rapidement les avoir dès le début de la partie. Je mettrai du coup en
je mettrais quand même devant les baies, derrière les cerfs, parce qu'il n'y a plus vraiment de scouts de moutons en fait à faire, vu qu'il y a énormément de moutons autour de notre base. Je pense que c'est moins important que les cerfs, parce que les cerfs peuvent être une ressource de bouffe. Les cerfs, c'est la première ressource de bouffe après les poissons et après le sanglier. C'est vrai qu'il y a le sanglier. Mais en gros, t'as les poissons d'eau pleine, poissons d'eau douce, sanglier, cerf, si je dis pas de bêtises. Enfin, d'eau douce, poisson petite eau, quoi. Je sais plus si le sanglier est au-dessus des petits poissons. Je sais plus. Mais je pense que je mettrais, ouais, lui ici. Peut-être même derrière la première baie. Quoique la première baie, en vrai, on s'en fout un peu. T'as par exemple, moi en chinois, c'est assez rare que je prenne les baies, par exemple. Genre, j'ai souvent mouton, parfois cerf, et après j'ai ma transiferme. Genre, les baies, c'est assez rare que je joue avec. Parce que c'est la ressource de nourriture la moins rentable. En fait, baie, je joue avec si je suis sous agression et que je peux pas faire ma transiferme. Si j'ai une bonne macro et que je joue bien, je joue pas trop. Je mettrais ça comme ça. Ensuite, alors la gold. Donc là, c'est la gold, mais c'est le nombre de villageois à la gold. Donc là, c'est quelque chose qui est assez important et qui demande un petit peu plus de connaissances, c'est d'essayer de voir combien de villageois l'adversaire il a mis à sa gold. Est-ce qu'il en a mis 0? Est-ce qu'il en a mis 5? Est-ce qu'il en a mis 2? Souvent, on est 2-3 à l'âge féodal, enfin pour passer à l'âge féodal. Mmh, ça va donner plusieurs informations. Si vous voyez qu'il en a que 2-3, c'est ou 2-3, 4, 4 ça commence à être beaucoup. C'est un build assez standard où juste il va edge up et il va faire des petites unités sans trop d'agression. Si vous voyez qu'il y en a trop, par exemple, il y en a 7, 8, 6 dans ces eaux-là, si vous êtes féodal, ça veut dire qu'il veut potentiellement donc soit passer H3 très rapidement, et du coup prendre un avantage technologique, soit faire des unités qui coûtent de l'or assez rapidement. À l'âge féodal, il n'y a pas énormément d'unités qui coûtent de l'or. Je crois qu'il y a les Templiers qui en ont. Je crois qu'il y a les Anglais qui ont les hommes d'armes dès l'âge 2. Les Templiers ont des cavaliers dès l'âge 2. Les Français, ils ont des cavaliers dès l'âge 2. Les Anglais, ils ont les hommes d'armes. Je crois qu'il y a des Japonais qui en ont aussi. Peut-être Sangoku, ils en ont, je crois. Donc voilà, pour ces cives-là, il faudra faire attention. En gros, sur toutes les autres cives, si vous voyez qu'il y a beaucoup de gens, alors c'est potentiellement qu'il veut faire un H3 rapidement. Pour ces cives-là, donc français, anglais, je crois que Sengoku, Jeanne d'Arc, du coup, Templier, il y en a peut-être d'autres, où ils ont des unités à l'âge 2 qui coûtent de l'or. Là, il faut regarder. Donc, une fois que vous avez vu ça, qu'il y a beaucoup d'or, première chose à faire, c'est regarder est-ce qu'il a fait des bâtiments de prod. S'il est parti sur une écurie parce qu'il est français ou Jeanne d'Arc, vous allez probablement vous prendre un push cavalier. S'il est parti sur des casernes ou autres, en fonction de ce qu'il joue, c'est potentiellement qu'il veut vous push. Donc moi, ce que je ferais, si je vois qu'il y a plus de 2 villageois, alors, j'essayerais de zoner un peu dans sa base, autour de sa base, pour voir s'il est pas en train de préparer un push. Ça peut donner une petite idée. Donc lui, je pense que je le mettrais ici. Hmm, je pense que je le mettrais là. Parce que la caserne, en fait, ça te dit potentiellement un push. La forge te confirme que c'est un push. Et la gold, un peu comme la forge, te confirme que c'est un push. Mais en gros, ça c'est un triptyque. Si vous voyez une forge, faut regarder s'il y a des bâtiments de prod. Et s'il y a des bâtiments alors. S'il y a des villageois alors. Si vous avez des villageois alors, trop de villageois alors par rapport à ce que vous êtes censé avoir, regardez s'il y a des bâtiments de prod. Regardez s'il y a une forge. Et s'il y a des... s'il y a une caserne, regardez s'il y a une forge. Et par contre, s'il y a une école de cavalerie ou une écurie quand il est français, regardez s'il y a beaucoup de gens alors.
C'est un peu comme ça que je ferai, avec ce petit triptyque. Faut savoir qu'en fait, chaque élément que j'ai mis ici donne une information, mais en réalité, c'est la combinaison de différentes informations qui va venir confirmer le fait que vous devez changer de statut de jeu ou pas. Genre, si vous partez sur une game macro, ne faites pas 50 casernes juste parce que vous avez vu une caserne en face. Ou ne faites pas 50 casernes juste parce que vous avez vu ici une forge en face. Hmm, Essayez toujours de confirmer l'information et de pas overreact. En fait, le plus dur dans le jeu, c'est vraiment de pas overreact parce que quand on va voir une caserne et des gens alors, on va se dire oh putain, c'est la merde, il faut que je fasse énormément de ressources et tout, énormément de prod. Sauf que du coup, en faisant énormément de prod, si lui il fait juste un mini push, vous allez faire énormément de piquiers, lui là, il va faire 3 cavaliers, et ensuite il va rush château, et vous allez être énormément derrière parce que vous aurez juste overreact. Alors que ça se trouve, les 3 cavaliers, vous allez juste pouvoir les gérer avec juste 4 piquiers que vous mettiez sur votre gold ou sur votre woodline. Et lui, il fait rien, il zone, et lui, il passe château, quoi. Donc, toujours confirmer, choper la première info, choper la deuxième info, et réagir à partir de là. En fait, la première info donne le tilt, elle fait ah, ça peut arriver. La deuxième info, en général, est valide. Elle fait ok, donc là, il fait ça, donc il va probablement sûr qu'il arrive. Et après, vous regardez s'il sort des unités, là, vous dites ok, là, c'est sûr qu'il arrive. Et après, ce que je fais quand il a des unités, qu'il est en train de créer des unités, j'essaye toujours de laisser mon scout dans les environs pour voir est-ce que les unités s'accumulent ou est-ce qu'il reste avec 3 cavaliers par exemple. Parce que souvent les gens ils vont faire genre 3-4 cavaliers et après ils passent à autre chose juste pour vous agresser et que vous justement vous fassiez une overreact et donc vous mettiez derrière tout seul. C'est assez rare dans Edge of 4 les giga push qui mettent fin à la partie. C'est pas comme dans StarCraft 2 où on faisait des énormes push qui étaient vraiment des all-in, où tu mets tout d'un coup. Dans Age of 4, c'est assez rare de faire un all-in parce que la macro est beaucoup plus dense, elle est beaucoup plus complexe et importante que dans StarCraft 2. Tu peux difficilement faire un all-in. Tu peux plus facilement te retourner, je trouve. Dans StarCraft 2, si tu mettais toutes tes prods, enfin, tu faisais un all-in, quoi. Genre, tu mettais tout. Si ça passe pas, t'as perdu. Là, dans Age of, tu peux facilement te retourner. Donc, ok. Alors ensuite, on a les reliques. Donc là, les reliques, très important de savoir où est-ce qu'elles sont situées. Il y a des cives qui donnent directement leur position, notamment les Templiers. Et les HRE, je crois. Est-ce que les Templiers y donnent? Je sais plus. Mais très important de savoir leur position, et surtout à partir de l'âge 3, très important d'aller regarder est-ce que l'adversaire est en train de jouer relique. C'est pour ça que souvent, moi dans mon build order, je fais double forum, H-Song en tant que chinois, écurie, et après avec cette écurie, je vais faire 2-3 cavaliers pour zoner sur la map, pour venir soit, si c'est quelqu'un qui joue les reliques, deny les reliques quand il passe à l'âge 3, soit si c'est quelqu'un qui joue marché, venir deny les premiers marchands qu'il est en train de faire, soit si c'est quelqu'un donc qui joue les trucs sacrés, venir deny les sites sacrés. Par exemple s'il joue Templier. Donc ça c'est un peu les 3 lieux de contest, reliques, sites sacrés, marché, qui demandent du contrôle map et qui vont demander des cavaliers, par exemple. Donc là, les reliques, je pense que je les mettrais en B, parce que c'est très important dans les parties de late game. C'est pas quand on débute le jeu, genre je pense jusqu'à Gold. En ce moment là, je suis un peu Gold Platine, moi. Je suis Gold Platine. Je suis Gold 3, Platine 1 environ. Et les reliques, ça commence à devenir important dans cette zone-là, je pense. Avant, c'est important, mais c'est pas ce qui est game changer. Parce qu'on va voir beaucoup plus d'erreurs de macro, erreurs de micro-gestion, etc. Donc ça donne un bonus certes, mais c'est pas aussi important que dans les games de Marine Lord, par exemple.
Donc je pense que je mettrais... Je mettrais après les lignes de marchand, je pense. Ou avant. Parce que les lignes de marchand, une fois qu'elles sont en place, tu peux quand même envoyer des cavaliers pour les deny. C'est pas grave. Genre le mec, il est en train de faire... Il a ses 10 trucs, ses 10 marchands. T'envoies 4 cavaliers, tu défonces ces 10 marchands. Tu peux le faire vu que c'est dans la durée. Les reliques, le problème, c'est que une fois que la personne les a prises, bah elles sont à lui jusqu'à la fin de la partie. Donc je pense que je mettrais avant les marchands. Et le but, c'est de les prendre avant lui pour qu'elles soient chez toi. Je pense que je mettrais avant les marchands. Parce qu'une fois qu'il les a prises, en fait, tu peux plus trop les deny. Tu peux les deny pendant qu'il les prend, après c'est fini. Le marchand, tu peux le deny pendant tout le long de la partie. Donc je pense que je le mettrais derrière en termes de scouting. Juste scouting, je parle. Parce qu'après, en termes d'agression, je pense que c'est plus rentable d'aller agresser eux que les héroïques, puis que les héroïques vont être cachés. Ça, c'est un peu plus dur à défendre souvent. Ensuite, on avait les sites sacrés. Donc là, les sites sacrés, c'est vrai que j'ai pas mis la topologie du terrain. J'aurais pu mettre la topologie du terrain. La topologie, je la mettrais en ici, je pense. C'est important de savoir comment il est pour réussir à prendre des prises de fight et voir par où on peut se faire agresser. Mais voilà. Donc, les sites sacrés, je mettrais ça. Ça va dépendre contre qui on joue toujours. Pareil pour les reliques, je reviens sur les reliques, mais si on joue contre un HRE, par exemple, les reliques, ça devient du A, voire même du S. Pourquoi? Parce que les HRE vont scale up énormément sur les reliques, donc faut l'empêcher à tout prix de les prendre. Donc là, on va avoir un peu le même cas avec les sites sacrés, c'est-à-dire que de base, contre toutes les cives, c'est important de savoir où elles sont, c'est important de regarder si l'adversaire veut jouer les sites sacrés, mais c'est pas game changer. Pourquoi? Parce que si... En fait, c'est game changer s'il en prend 3, mais 3 c'est très difficile à... 3 ou 4, enfin tous. En fait, s'il prend tous les sites sacrés, du coup ça met le timer qui fait que au bout de 10 minutes on a perdu. Sauf que 10 minutes c'est quand même énorme, et c'est assez difficile à contrer. Mmh, Donc, pour rappel, les sites sacrés, donc si on prend les 3, enfin si on prend tous les sites sacrés, ça met un timer pour l'adversaire, mais surtout si on prend un site sacré, ça donne un bonus d'income gold. Donc c'est très important. Donc si l'adversaire en prend, c'est chiant, parce que du coup il a un income gold en plus, donc on va essayer de l'empêcher de le prendre. La différence avec les reliques qui donnent aussi un income gold, c'est que les sites sacrés vont être à l'extérieur de sa base et donc plus facilement contestables. Je pense que je mettrais après les marchands, parce que les marchands, on donne un meilleur income gold en late game. Les sites sacrés, souvent, on va venir les contester un peu au fur et à mesure de la partie. Genre, ça va se faire un peu naturellement. Ceci dit, il y a des cives où il faut faire très attention, notamment les délits, où les délits, lorsque c'est un peu la même chose que les HRE sur les reliques, les HRE vont gagner plus de gold avec leurs reliques, les délits vont gagner plus de gold avec les sites sacrés. Donc, il faut absolument lui empêcher de prendre les sites sacrés. De la même manière, les Templiers vont avoir une mécanique qui font qu'ils envoient un pèlerin, donc un petit bonhomme, qui va venir de leur forum jusqu'à un site sacré, et une fois qu'il arrive au site sacré, il va donner de l'or. Donc là, il va donner entre 90 et 130 gold. Ça a été nerf, ça a été réduit de 20%, 10% je crois au dernier patch, et capé à 130, avant on pouvait aller à 150, etc. Donc chaque pèlerin qui va atteindre ici le site sacré va lui donner 130 gold. De base, il a une recherche qui fait un pèlerin, ensuite une deuxième qui fait 2 pèlerins, et après, à chaque fois qu'il va construire un château, il aura un pèlerin supplémentaire, jusqu'à 10. Ce qui veut dire qu'à la fin de la partie, comme les pèlerins se font toutes les minutes, il peut avoir en flat 1300 gold par minute juste avec les sites sacrés. Ce qui est énorme. Plus des bonus, etc. Ou s'il met une forteresse à côté, il va augmenter en plus la génération d'or.
travers le site sacré. Donc pour les Templiers et les Délis, très important de jouer les sites sacrés pour l'empêcher de les prendre. Ça va être deux choses différentes. Pour les Délis, ça va être de venir sur le site sacré pour juste qu'ils le prennent pas avec un moine, par exemple. Pour les Templiers, c'est un petit peu plus agressif. C'est qu'il faut tuer les pèlerins avant qu'ils arrivent sur le site sacré. Donc on peut prendre le site sacré, parce qu'une fois qu'il prend le site sacré, il peut plus déposer ses pèlerins dessus. Mais on peut tout simplement faire 3-4 cavaliers qui vont zoner sur la map, qui vont aller regarder la route entre le forum adverse et son site sacré, et venir essayer de chasser les pèlerins. Et lui, le job du Templier, comme son nom l'indique, c'est de protéger la route des pèlerins. Donc c'est une mécanique qui est assez intéressante, mais il faut la prendre en compte quand on joue contre un Templier. Parce que sinon, il va juste faire un énorme effet boule de neige, et il va vous détruire parce qu'il aura juste de l'or gratos. Donc, les sites sacrés, je le mettrais après les marchands et avant la seconde gold. Mais par contre, de la même manière que si on est HRE pour les reliques, on passe en A ou en S, si on joue contre un Templier ou un Délit, on va passer en A ou en S. Moi, je mettrais même en S. Tac. Ensuite, on a le sanglier. Donc là, le sanglier, le cochon, où est-ce que je le mettrais? En termes de scout, je pense qu'il y a 3 niveaux. Il y a le niveau Jeanne d'Arc, il y a le niveau les civilisations arabes et toutes les autres. Pourquoi Jeanne d'Arc? Pourquoi civilisation arabe? Pourquoi les autres? Jeanne d'Arc, la civilisation Jeanne d'Arc, elle va avoir un petit personnage qui s'appelle Jeanne d'Arc, qui est un peu comme dans Warcraft 3 ou dans League of Legends, un héros qui va avoir de l'expérience à gagner, qui va avoir des spells, etc. Lorsque Jeanne d'Arc va construire des bâtiments, elle va pex, etc. Ensuite, elle va passer à son âge 2, qui va la transformer soit en guerrier, soit en archer. Et à partir de là, elle va aller tuer des unités adverses ou tuer des sangliers pour pex. Donc c'est très important lorsqu'on est contre Jeanne d'Arc ou lorsqu'on est Jeanne d'Arc, de savoir où sont les sangliers pour venir soit les tuer avec Jeanne d'Arc, soit les tuer avec un cavalier ou autre, pour deny l'expérience de Jeanne d'Arc. Pour les civilisations arabes, comme je crois qu'il y a les Ottomans, les Delhi et tout plein d'autres, comme c'est des civilisations arabes, elles ne peuvent pas manger le sanglier. Donc ça c'est très RP. Mais ce qui veut dire que si vous jouez contre une civilisation de type arabe, du coup, eh bien, les sangliers adverses, vous vous en foutez un peu, parce que lui ne pourra pas les prendre. Donc voilà. Par contre, vos sangliers à vous, ça peut être intéressant de savoir où ils sont pour pouvoir aller les récolter. Par contre, attention, les sangliers sont la meilleure ressource nature, nourriture sur la Terre, mais c'est aussi la ressource qui est la plus un peu dans la pampa, quoi. Genre difficile à choper. Donc je pense que je la mettrais en C. Parce que on va avoir les cerfs. Toi, je la mettrais ici, je pense. Après les cerfs, je pense que je la mettrais ici. Parce que Jeanne d'Arc, c'est important. Genre pour Jeanne d'Arc, on va la monter en B, peut-être. B, A. B si on est contre Jeanne d'Arc. A si on est Jeanne d'Arc, je pense. Même S si on est Jeanne d'Arc, parce que ça va être notre source d'XP. Contre les civilisations type Delhi, etc., on s'en fout. Donc je les mettrai là. Je peux pas la mettre en D parce que c'est quand même important, en vrai. Lui, je pense que je vais la mettre en D. La deuxième B, en vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout? En vrai, je pense même ça, hein. Ça, je pense qu'on s'en fout maintenant. Parce que les moutons sont tous autour de notre forum. Maintenant. La baie, c'est important. Mais on a les moutons. La deuxième baie, on s'en fout. Sauf si on est byzantin et délit, quoi. Mais je mettrais ça comme ça. Et du coup, le sanglier, je le mettrais là, je pense.
Ensuite, la pierre. Oh, la pierre. Alors, la pierre. La pierre, c'est important de savoir où elle est pour l'adversaire, même l'autre. Mais c'est pas si important. En fait, c'est important parce que ça va vous permettre ensuite de regarder s'il récolte de la pierre. Donc là, la pierre, je la mettrai avant le sanglier. Je pense que c'est plus important que le sanglier, parce que ça va être plus important de scout combien de villageois il a. Je pense que je mettrais ça là. Genre, le positionnement de la pierre, on s'en fout, parce que c'est pas ce qu'on a envie d'agresser. Lorsqu'on va faire une agression en early, on va vouloir agresser la gold pour l'empêcher de passer edge up. On va lui agresser la bouffe pour lui empêcher de faire des villageois. Et si on peut, la woodline, mais la woodline est souvent protégée par le forum. Et après, la nourriture, la food, est toujours protégée. J'ai dit wood tout à l'heure, je crois. Mais la food, la nourriture est toujours protégée tant qu'il y a des moutons sous le forum. La pierre, ça, on s'en fout un peu. On n'a pas envie de l'agresser. Donc le positionnement de la pierre, qu'elle soit derrière, devant ou perpète les mains, on s'en fout. Par contre, le nombre de villageois qu'il va y avoir à la pierre, ça va être important. Donc une fois qu'on a vu où était la pierre, ça peut être intéressant en général, c'est pendant qu'on est en train de passer notre âge, de regarder combien de villageois on a à la pierre. Si on voit qu'on a beaucoup de villageois, genre moi en tant que chinois j'en mets 9. Pourquoi? Parce que en 9 allers-retours, en fait j'ai mes 300 de pierres qui me permettent de construire mon forum. En 3 allers-retours. En 3 allers-retours de 9 villageois. J'ai mes 300 de pierres qui permettent de faire mon forum. Donc ça fait qu'en 45 secondes, j'ai récolté à peu près, j'ai récolté toute ma pierre. Donc là, ça va être important de regarder combien de villageois lui il a mis à la pierre. S'il en a 0, ça veut dire qu'il passe pas sur un deuxième forum. Parce que le forum va coûter de la pierre. S'il en met, ça veut dire que potentiellement il veut passer sur un deuxième forum. Attention, si c'est un templier, les templiers peuvent faire leur château à l'âge 2. Par contre, ça va coûter quelque chose comme, je crois, 300 de pierre et 400 de food, d'or. Donc, si vous voyez qu'il a des gens à la pierre, ça peut être aussi bien parce qu'il fait un deuxième forum que parce qu'il veut faire un château, par exemple, soit ici sur la. J'ai perdu le nom, sur le site sacré, soit un château chez vous, ou un château défensif, mais ça c'est plus rare le défensif. Donc si vous voyez des paysans à la pierre, c'est dans 90% des cas, il veut faire un deuxième forum. Donc ça vous dit que c'est une game plutôt macro. Donc ça vous dit que vous pouvez être un petit peu plus greedy et gérer un peu sur votre macro sans faire trop d'unités militaires. Mais si c'est un templier, attention, parce que ça peut ne pas être un forum. Ça peut être un fort. Donc là, il va falloir rescouter. De la même manière, un templier, il peut très bien récolter sa pierre pour faire un deuxième forum, et continuer de récolter la pierre après pour faire un fort après le forum. Donc là, petite subtilité. Le templier, il faut le scout. Ensuite, tac tac, il y a les japonais. Les japonais, à savoir que lorsqu'ils récoltent de l'or ou lorsqu'ils récoltent de la pierre, on a 20% de l'or et de la pierre récoltée qui va donner de la pierre ou de l'or. En gros, si on récolte de la pierre, pour 10 d'or, enfin pour 10 de pierre récoltée, on va gagner 2 d'or en plus. Et pour 10 d'or récolté, on va gagner 2 de pierre en plus. Du coup, c'est un petit peu faussé, parce qu'il peut très bien mettre 50 villageois à l'or, et sur les 50, c'est comme s'il y en avait 10 qui récoltaient de la pierre. J'ai un peu forcé les traits, mais ça donne ça. Donc ça, c'est à savoir. On a une autre mécanique aussi, tant que j'y pense, les templiers, lorsqu'ils récoltent du bois, on pourra en parler pour la woodland tout à l'heure, lorsqu'ils récoltent du bois, pour 10 de bois de récolté, ils vont gagner 2 de bouffe supplémentaires. Donc il y a 20%
des bois qu'il dépose qui vont être transformés en bouffe en plus. Donc il va y avoir 10 de bois et 2 de bouffe. Ce qui veut dire qu'il n'a pas forcément besoin d'avoir énormément de villageois à la bouffe. Après, la bouffe est souvent sous le forum, donc on s'en fout un peu. Puis souvent, on a tout le temps plein de paysans à la bouffe. Donc la petite subtilité. Très bien. Donc au niveau de la pierre, scouter le nombre de villageois à la pierre, ça peut nous donner une direction de la game qu'il a envie de faire. Ensuite, on va voir la deuxième pierre. Donc là, la deuxième pierre, en vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout? Et la deuxième pierre, on s'en fout un peu de manière réelle. Je pense même qu'on s'en fout plus que les deuxièmes baies. Parce que les deuxièmes baies, ça peut être intéressant, comme je disais, si on joue contre un abbasside, je crois, et byzantin, etc. Autant la deuxième pierre, bah on s'en fout, quoi. Parce que son positionnement, au moment où ça sera intéressant de savoir s'il fait de la pierre pour faire des châteaux, etc., bah logiquement, sa base sera suffisamment étendue pour protéger sa deuxième pierre. Et vous aurez un peu autre chose à faire que de regarder est-ce qu'il est en train de ramasser la pierre. Donc voilà. Ensuite, donc là, c'est la woodline. La woodline, donc la ligne de bois, la ligne de récolte de bois. C'est intéressant de savoir où elle est, mais dans la plupart des cas, elle va être protégée par le forum. Donc c'est intéressant de regarder où est-ce qu'elle est. Toujours. Je vais la mettre devant les serres, je pense. C'est intéressant de regarder où est-ce que le mec il a fait sa woodline, parce que ça peut vous donner une porte d'entrée pour l'agresser. Si vous voyez qu'elle n'est pas bien protégée par son forum, vous pouvez envoyer un petit cavalier, genre celui que vous avez envoyé sur l'or, quand les villageois de l'or sont partis, vous l'envoyez sur le bois. Mais dans 80% des cas, la woodline est protégée par le forum, donc c'est pas quelque chose qui est très très game changer, mais ça peut être très intéressant de savoir où elle est. Après, souvent, quand vous scoutez sa base, vous allez scouter quand même pas mal de choses, notamment sa woodline. Donc voilà, pour la petite tier list des éléments à scouter, je pense que je partirai là-dessus. Est-ce que il y a des choses qu'on pourrait modifier? Alors, le WTC c'est comme quelque chose qui est très important de savoir. Je pense que lui, je le mettrai en A, de la même manière que le WTC. En fait, de la même manière que l'or, la forge et les bâtiments de prod, en fait, lui, la récolte de la pierre va vous donner une idée que il part probablement WTC, et quand il pose son WTC, vous êtes sûr qu'il part WTC. Et du coup, là, vous dites, ok, là, je peux être greedy. Le Age Up, c'est là, je pense que je le mets en S parce que c'est vraiment game changer. Je pense que lui, je le mets en S aussi. Savoir quel bâtiment de prod il fait, à quel timing, c'est ultra important. Est-ce que je le mettrais pas même au-dessus, en vrai? Est-ce que c'est pas le plus important? Parce que, en fait, tous les trucs de récolte de ressources, genre le nombre de villageois à la pierre, le nombre de villageois à l'or, la woodline et tout, c'est très important, mais c'est ce qui vous donne une idée de ce qui va vous arriver, mais c'est pas ce qui valide. Ce qui va valider, ça va être la pause du TC, ça veut dire qu'il part sur un double TC. La pause de l'âge 3 ou l'âge 2, ça veut dire qu'il est en train d'age up. Et la pause des bâtiments de prod, ça veut dire qu'il est en train de faire des bâtiments de prod. Donc c'est marrant parce que du coup en S, on retrouve les trois directions de la partie, donc le militaire, l'éco et le tech. Donc en fait, de voir quel bâtiment il pose, ça nous donne une idée de quelle orientation il a pris. Est-ce qu'il est parti éco, est-ce qu'il est parti militaire ou est-ce qu'il est parti tech? Et ça va vous permettre de choisir ensuite comment jouer votre game. Ensuite, en A, on va retrouver donc la position de l'or, parce que c'est l'endroit où vous allez vouloir agresser en premier, donc vous allez vouloir savoir où est-ce qu'elle est. La forge, pour savoir si c'est un push. La forge, en vrai, je le mettrais ici, au même endroit que lui, derrière la gold. Parce que la forge va vous donner qu'une seule info, c'est il veut améliorer ses unités. Mais ça peut vous donner une idée de peut-être qu'il veut faire des béliers. Mais ça, vous allez confirmer avec là-haut, voire même avec la récolte de l'or. Ça dépend. Hmm.
La la récolte de la pierre, c'est très important parce que ça va vous donner une idée de est-ce qu'il veut partir double forum. Et le truc, c'est que la récolte de la pierre va être assez tôt dans la partie. Ça va être genre 1 minute avant. Donc si 1 minute, genre quand vous passez l'âge, vous voyez qu'il est en train de côté de la pierre, ça veut dire que dans la minute qui vient, il va poser un forum. Donc ça peut être très intéressant. Parce que si dans la minute qui vient, il pose un forum, ça veut dire que là, dans la minute qui vient, vous pouvez faire une petite armée pour venir push son forum. Faut savoir que si le mec, il est parti tech très tôt, ça veut dire qu'il est pas parti éco, ça veut dire qu'il est pas parti militaire. De la même manière, s'il est parti militaire, ça veut dire qu'il est pas parti éco ou tech. Donc s'il part double forum ici, ça veut dire que il est pas parti militaire ni tech. Ça veut dire que vous allez avoir un timing de push. Et c'est pour ça que c'est fort, c'est pour ça que je le mets là. Parce qu'en fait, des trois ici, le moins lisible, je pense, c'est la caserne, parce que tu vois qu'il part agressif une fois que les casernes sont posées. Et après, il y a le temps de production de l'armée. Lui, le temps du forum, tu peux donc le voir à peu près 1 minute avant, s'il va partir forum ou pas. La tech, tu peux le voir avant, mais tu peux avoir des doutes quand même en fonction du nombre de villageois alors. Ça peut être parce qu'il part sur un push s'il est français, par exemple. Mais ça donne des idées. Ensuite, la compo d'armée. Trop important de savoir sur quoi il part pour pouvoir switch, mais c'est pas game changer parce que si. Parce qu'en fait, on peut temporiser. On peut dire, ok, bah, il a ça comme armée, je recule, je prends pas la fight. Pendant ce temps-là, moi je reprod. Quand je vois que je commence à avoir une belle petite troupe, je peux commencer à y aller. Et même s'il rase mon armée qui était pas. Enfin, qui était mon counter du coup, j'ai l'autre armée qui est en train de reprod. Donc en vrai, on peut temporiser quand c'est l'armée. Les, les reliques, les marchands et les sites sacrés, très importants. Et ça va plutôt être pour du late game, fonction des cives. Donc je rappelle, pour les reliques, il faut faire attention pour les HRE. Les sites sacrés, il faut faire attention pour les Templiers et pour les délits. Et les marchands, faire attention pour Jeanne d'Arc et pour les Mongols. Et peut-être la Horde d'Or. J'ai pas encore joué à la Horde d'Or. Je sais plus comment ça se joue. La deuxième gold, très important si on est en train de push. Pour voir où est-ce qu'elle est. Positionnement des marchands, très important pour ensuite avoir la ligne de marchands. La woodline, très important si on est en mode agression. Positionnement des serres, ça peut être important. Voilà. Positionnement de la pierre, c'est important pour pouvoir ensuite aller scouter combien de villageois à la pierre. Positionnement du sanglier, ça dépend. Et après, on dit, bah, les baies, les moutons, ça a un peu changé. Et après, les deuxièmes baies et deuxième pierre, on s'en fout un peu. Donc voilà. Je pense qu'on a une belle tier list. Je pense qu'on est pas mal. Je sais pas si j'ai oublié des choses, mais c'est les informations qu'on va avoir tendance à vouloir regarder. J'ai beaucoup parlé en early, même si du coup il y avait du late game, parce que ça change en fonction, les priorités des scouts changent en fonction de l'early et du late game. Mais j'espère que j'ai été quand même assez clair sur ce qu'on veut faire, etc. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine. Je regarde ce que je fais comme vidéo la prochaine fois. Une petite heure de vidéo de tier list, ça peut être pas mal, ouais. On est bien là, 58 minutes. Sur ce, je vous laisse là-dessus. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Peut-être que la prochaine fois, je parlerai des Chinois. Ça peut être intéressant de voir un peu comment les jouer, comment ils la ciblent, etc. Même les. C'est vrai que je joue Templiers et tout, donc ça peut être intéressant de regarder tout ça. Même décrypter les Templiers pour expliquer un peu comment jouer. On verra. Peut-être que je ferai un petit tuto chinois et un petit tuto Templier. Et un petit tuto Jeanne d'Arc, peut-être marrant. Ce sont les 3 cifs que je joue en ce moment. Sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a un petit peu donné un petit peu des informations et donner une priorité des informations à regarder, puisqu'il y a beaucoup d'informations. Age of 4, c'est vraiment un jeu d'information avant tout. C'est très beau d'avoir une très bonne macro, mais si en face on fait que les unités qui se font counter, on a perdu. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo.